Bonjour, bon matin, plutôt tout le monde. Merci d'être ici. Je pense que c'est dans une des premières conférences de presse que j'ai deux soleils vraiment brillants devant mes yeux. Je vous vois même pas, mais je vous souhaite la bienvenue tout le monde à cette conférence de presse en compagnie de mon collègue que je souhaite la bienvenue dans la région, dans la circonscription d'Acadie Bathurst et à Caraquet, Mark Miller. Mark, merci d'être ici. Puis je pense qu'on va l'encourager, on va donner juste une bonne main d'applaudissements pour débuter. Il est un peu gêné, là. Alors, merci d'être là. Écoutez, Marc est en tournée provinciale à travers le Nouveau-Brunswick. Et juste avant les fêtes, on avait discuté au téléphone. Et puis, il m'avait dit, Serge, je vais être au Nouveau-Brunswick au mois de janvier pour parler d'immigration francophone. Et j'aimerais aller faire un tour chez vous. Et moi, c'est un sujet qui me passionne énormément, tout ce qui est dossier francophone, comme vous le savez. Et j'ai dit à Marc, ben oui, certain, viens faire un tour. Puis ça nous donne toujours la chance aussi d'être dans une atmosphère plus détendue. On a eu un bon petit souper hier ensemble. On a eu la chance de discuter de game de hockey, de tout et de rien. On n'a pas parlé de politique du tout hier dans la soirée. Mais c'est le fun d'avoir ce contexte-là un peu avec un collègue avec qui j'ai siégé depuis 2015. On est devenus des collègues, mais des amis aussi au fil du temps. Alors, encore une fois, merci d'être là. Merci aussi aux différents maires de la région, maires et conseillers qui sont dans la salle. Très heureux de vous avoir ici. 2024 va être certainement une grosse année avec votre nouvelle réforme municipale qui est maintenant pris place. Je sais qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont sur vos tables et qu'on va avoir la chance de travailler ensemble. On va avoir la chance d'avoir de belles annonces prochainement aussi à ce niveau-là dans la région. Alors, merci d'être là, aux différents organismes qui sont là aussi aujourd'hui. Merci à vous, membres de la communauté. Je vois des étudiants du collège communautaire aussi qui sont là. Merci d'être là. Aux nouveaux arrivants aussi. Et aux députés provinciaux qui sont ici, je pense que la lumière est tellement brillante, je vous le dis, mais je pense que j'ai vu qui tantôt en rentrant. Je ne sais pas si Éric Mallet est là, mais merci d'être là aujourd'hui avec nous pour cette conférence de presse et merci pour le travail que vous faites dans la région. Et aux membres de médias qui sont ici aujourd'hui, merci d'être là pour couvrir cette conférence de presse. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à quelques personnes. On a eu plusieurs rencontres depuis matin, moi et Marc, et ça se continue en après-midi dans la région Chaleur. Je pense que c'est important pour Marc d'entendre ce que les différents groupes ont à dire. Alors, sans plus tarder, je vais demander à M. Bernard Thériault, maire de la municipalité de Caraquet, de venir nous dire un petit mot de bienvenue. Bernard? Monsieur le ministre, monsieur le député, notre député, collègue du Forum des maires, je vois M. Lausier quand ici, j'ai vu Joseph tout à l'heure, il y a des conseillers, conseillères, il y a des députés également de tout le coin. On veut souhaiter bien sûr la bienvenue au ministre et on sait qu'il a rencontré le président de la CSR et par la suite le président du Forum des maires. Et ce que je lui ai dit, puis je résumerai ma bienvenue à cette petite phrase, que l'ancien commissaire officiel Graham Fraser disait toujours, lorsqu'il venait dans la péninsule acadienne, que c'est peut-être parmi les seules régions au Canada, à l'extérieur du Québec, ou les seules régions francophones, quand ils viennent à la péninsule acadienne, qu'ils n'avaient pas le sentiment d'être dans une région minoritaire. C'est qu'on avait une attitude et un comportement de majoritaire, et c'est ce qu'on a voulu exprimer au ministre, que nos besoins sont particuliers dans la péninsule acadienne. On a bien sûr à remplir, si vous voulez, des obligations démographiques si on veut continuer à pouvoir vivre et maintenir la qualité de vie qu'on a. Et c'est le marché francophone qui nous intéresse. Et il a bien sûr bien compris ça. Donc, merci, Monsieur le ministre, d'être venu recevoir ça. Merci à tous nos collègues de la péninsule acadienne qui travaillent d'arrache-pied justement pour faire de notre coin de pays un endroit accueillant pour les nouveaux arrivants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bernard. Et comme je disais, on a rencontré différents groupes et on a rencontré le conseil municipal de Caraquet tantôt pour nous parler du rapport qu'ils avaient fait au niveau de Ciel, un rapport extraordinaire avec la participation des commissaires Jacques Dugas et Léopold Pinette. Je pense que c'est une présentation pour le ministre très, très, très intéressante.
Écoutez, on sait que les communautés, nos municipalités font du travail extraordinaire et l'immigration prend de plus en plus de place et on va avoir besoin de la collaboration de tout ce beau monde-là, mais j'aimerais féliciter Bernard et le conseil municipal pour ce beau chantier que vous avez entrepris avec Ciel. Félicitations et pour votre travail sur ce dossier. Merci. La prochaine personne, il faut garder les relations fédérales-provinciales là, en bon état. Alors, comme c'est la députée provinciale de la région de la circonscription de Caraquette, je demanderai à Isabelle Thériault de venir dire un petit mot, s'il vous plaît. Bonjour à tous, bienvenue dans la belle circonscription de Caraquette. Ministre Miller, bienvenue, merci de votre présence. À tous les députés, mon collègue Keith, les maires, les conseils municipaux, je suis extrêmement heureuse de pouvoir accueillir le ministre Miller. Et puis, on sort justement d'une rencontre et je veux féliciter la ville de Caraquette qui est extrêmement proactive en matière d'immigration et de logement. C'est probablement l'une des municipalités les plus proactives parce que c'est pas parce qu'on est des petites municipalités qu'on ne peut pas faire les choses en grand. Alors, je veux féliciter le maire et le conseil municipal d'avoir eu une vision à long terme pour assurer la pérennité de la communauté. Et puis, je veux aussi mentionner qu'en termes dossier-là de logement, d'immigration, ben, nous, à notre bureau de circonscription, on le voit. Mon adjoint Jean Saint-Cyr est ici. On peut vous dire que les dossiers de logement, puis je suis sûre que mon collègue Keith va acquiescer avec moi, ça représente peut-être 75% ou 3/4 de tous les dossiers qu'on gère pour vous dire à quel point on a besoin de logement pour les nouveaux arrivants et aussi pour les gens de la communauté, évidemment. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, puis merci encore, M. Miller, d'être ici. Merci beaucoup, Isabelle. La prochaine personne à vous adresser la parole, le maire de la municipalité de Shippagan, M. Kassim Doumbia, mais comme on l'a dit tantôt aussi, le président de la CSR péninsule acadienne. Écoutez, moi, j'ai connu Kassim plusieurs années passées. Et puis, je pense que Kassim est probablement un des meilleurs exemples d'intégration dans notre région. Premièrement, Kassim, le premier maire au Nouveau-Brunswick, noir, un des... Bravo, ben oui. Et je peux vous garantir aussi que Kassim a très bien représenté toutes les communautés et tous vous, maires et conseillers, à la rencontre tantôt qu'il y a eu avec le ministre Miller. Et Kassim, comme vous le savez, a été le fondateur du CAINA. Et je sais que c'est un centre qui le tient très, très à cœur. On a des défis avec le CAINA. Il y a certains petits défis qu'on essaye justement de les accompagner là-dedans parce que, comme vous le savez, de plus en plus de nouveaux arrivants vont être présents dans notre région. Alors, Kassim, j'aimerais te féliciter pour le travail que tu as fait en mettant en place ce centre d'intégration. Et je pense que, comme il nous l'a dit tantôt, il ne veut pas qu'il disparaisse et ça va prendre de l'aide, du gouvernement fédéral, provincial et des municipalités. Et on va essayer d'être là pour vous épauler dans tout ce travail-là que vous faites. Alors, Kassim, à toi la parole. Ajuster le micro. Ben, merci beaucoup, Monsieur Cormier, notre député. Monsieur le ministre Miller, bienvenue ici à Caraquette, dans la péninsule acadienne. Distingués invités, gens des médias, bonjour. Donc, ce matin, ça a été un privilège pour moi, à titre de président de la CSR, de pouvoir rencontrer le ministre et m'entretenir avec lui sur le sujet de l'immigration. Comme vous le savez, au niveau de la CSR, c'est un sujet qui est prioritaire comme dossier au niveau de la table des maires et de la communauté rurale de Miscou. Depuis 2023, la CSR a eu comme mandat un mandat qui s'est ajouté à au niveau de la CSR, soit la croissance régionale, qui passe par le développement économique, la main-d'œuvre. Et quand on dit main-d'œuvre, on parle aussi d'immigration. Et pour la péninsule acadienne, on a un centre d'accueil, d'intégration d'établissements qui s'appelle le CAINA, Comité d'accueil, d'intégration et d'établissement des nouveaux arrivants, qui fait un travail formidable. Et le but d'avoir ce centre-là dans la région était justement de standardiser l'approche au niveau des services qui sont offerts dans toutes les municipalités de notre région. Et comme on en a discuté un matin, nous, la péninsule acadienne, on veut être un partenaire avec le gouvernement fédéral pour s'assurer de rencontrer autant les objectifs
du ministère et également les objectifs de nos régions, parce qu'on parle de régions francophones, on parle d'immigration francophone, et la péninsule acadienne, comme Bernard l'a dit, on n'est pas en minorité, on est une région qui se tient, on est une région qui est majoritairement francophone, et on veut également, en termes d'immigration, accueillir des personnes d'expression française qui vont venir contribuer au développement économique de nos collectivités. Et cela se fait en partenariat avec le ministère fédéral, les provinces, la province plutôt, et également les différentes municipalités. Donc c'est un travail de collaboration que j'ai réitéré encore au ministre ce matin, que l'on veut mettre de l'avant. On veut continuer à peaufiner notre relation avec le gouvernement fédéral pour s'assurer que la péninsule acadienne puisse tirer son lot de toutes les stratégies qui vont être mises de l'avant par le gouvernement fédéral en termes d'attraction de nouveaux arrivants. Et il y a des cibles très ambitieuses que le ministre va nous présenter tantôt. Et je pense que la péninsule acadienne peut être un véritable moteur à ce niveau-là pour justement s'assurer que le ministère rencontre ses objectifs et également que nous, en termes de croissance de notre population, que l'on rencontre également nos objectifs en termes de croissance, d'expression française, afin de maintenir les services et que la communauté soit toujours dynamique et qu'on puisse également rencontrer tous nos objectifs comme communauté. Donc, Monsieur le ministre, je réitère encore mon souhait de vouloir collaborer au nom des maires de la péninsule acadienne pour justement s'assurer que le dossier d'immigration soit un enjeu qui est global et qu'on puisse également, comme collectivité, être un partenaire de premier choix avec vous autres pour justement que l'on rencontre un succès au niveau de l'immigration francophone ici au Nouveau-Brunswick et dans la péninsule acadienne. Donc, merci beaucoup de votre écoute et je vous souhaite une belle journée. On va rebaisser le micro. Merci, Kassim, pour ces bons mots. Et encore une fois, on a eu des très bonnes rencontres depuis ce matin. Ça va continuer cet après-midi. Juste avant de vous présenter, laisser la parole à Marc. Vous savez, l'immigration, moi, quand j'étais secrétaire parlementaire à l'immigration, ça a été, je pense, probablement un de mes plus gros défis en termes de député. Quelque chose d'extrêmement, extrêmement complexe à comprendre, quelque chose d'extrêmement difficile à expliquer aux gens aussi comment important que c'est l'immigration, et surtout dans des régions rurales où parfois on a une vision de l'immigration qui n'est pas très belle, on a beaucoup de préjugés, mais la meilleure façon d'accepter ça, c'est justement de l'expliquer aux gens et de faire participer nos enfants, nos jeunes dans le milieu éducatif. Moi, Isabelle, l'autre jour, on a eu, et je vous raconte ça, on a eu je dirais un bel événement à la maison l'autre jour. Isabelle, tu vas t'en rappeler. On a beaucoup de nouveaux arrivants, comme vous le savez, dans la région. Et on invite à la maison, les enfants invitent leurs amis à la maison et on invite cette personne-là, un jeune nouvellement arrivé dans la région. Et on est à la table, il soupe avec nous et on a fait une fondue. Pour lui, c'était extraordinaire. Il n'avait jamais mangé ça, une fondue. Et nous, ça nous a permis aussi de lui poser des questions, d'où il venait, sa famille et tout ça. Un jeune de 9 ans, Isabelle, je pense, parle 5 ou 6 langues, c'est ça? Pour nos enfants, c'est incroyable d'entendre justement de la bouche de cet enfant-là son parcours, comment de fois il a déménagé, les guerres dans son pays, pourquoi il est ici. Alors, quand ce jeune est arrivé chez lui, Isabelle a reçu un appel de ses parents le lendemain pour lui demander « Qu'est-ce que vous avez mangé chez vous? » Le jeune a dit « C'est comme si il était dans un film au cinéma. » Et il voulait savoir qu'est-ce qu'on avait mangé. On a dit « Une fondue. » Alors, la meilleure façon que les personnes qui viennent dans nos régions, si on veut les intégrer, c'est de les inviter dans vos demeures. S'il vous plaît, prenez une journée pour un souper, un dîner, pour connaître justement le parcours de ces gens-là et vous verrez que votre vision de l'immigration, ce que vous pensez, va changer pour le mieux. Alors, juste avant aussi, merci à mon équipe d'être là. Justine, Janice, Léopold qui travaillent d'arrache-pied à mon bureau. J'ai Sylvie à Ottawa et j'ai Gilles. Gilles est le responsable maintenant des dossiers d'immigration à mon bureau.
je vous mets en perspective, de 2015 à 2019, si à mon bureau, on traitait 1 à 2 à 3 cas d'immigration par mois, là, on était comme content parce que c'était nouveau pour nous autres et ça nous permettait de travailler là-dessus. Depuis 2019, j'ai en moyenne 100 cas par mois. Alors, ça vous montre un peu comment l'immigration a pris de l'importance et le préjugé qu'on a aussi que ces gens-là viennent voler nos emplois, mais c'est pas vrai du tout. Ces gens-là viennent, au contraire, faire en sorte que nos gens qui travaillent dans nos hôpitaux, dans nos usines, dans nos restaurants, puissent conserver leur emploi. Parce que sans ces gens-là, on va avoir un sérieux problème au niveau de tous nos commerces, de tous nos établissements qu'on a, mais on va avoir un sérieux problème aussi, comme Marc va vous l'expliquer, dans nos régions francophones, comme ici, à garder ce poids démographique-là qui est très important au niveau francophone. Alors, c'était mon pitch aujourd'hui pour vous. Moi, sans plus tarder, ça me fait plaisir encore une fois de vous présenter mon collègue et ami Marc Miller, qui est ici pour nous annoncer encore une fois des mesures très ambitieuses de notre gouvernement qui vont favoriser justement l'épanouissement des communautés francophones en situation minoritaire partout au Canada. Et je ne pense pas qu'il y avait un meilleur endroit pour toi, Marc, d'être ici à Caraquet, dans la péninsule acadienne, et dans la plus belle circonscription au Canada, plus belle que la tienne, ça je suis sûr, Acadie Bathurst. Alors Marc, à toi la parole. Merci d'être ici. Peut-être plus belle, mais j'ai plus de Coupe Stanley. Ça commence bien. Il fait froid, hein? Fait un petit froid dans la pièce. C'est pas la faute du fédéral, quand même. Vous n'allez pas blâmer le fédéral. Merci à toi, Serge. Merci de votre accueil hier soir, Serge et Isabelle, qui nous ont servi un très bon souper acadien, c'est-à-dire des sushis. Évidemment, on a parlé de façon professionnelle de tous les enjeux. C'est pas la chance que j'ai à tous les jours de venir ici puis de passer 4-5 jours dans la péninsule acadienne ou au Nouveau-Brunswick. Merci évidemment à Bernard, Cassim, Isabelle, aussi à tout le monde qui est ici pour m'accueillir aujourd'hui. Je suis très conscient que ce n'est pas des politiques publiques du gouvernement fédéral qui font la une des journaux ou les nouvelles le soir, mais c'est les politiques qui vont assurer la pérennisation de quelque chose qui est très, 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 très important pour vous, c'est-à-dire le fait francophone ici en Acadie, en la péninsule acadienne. Avant de commencer, évidemment, j'aimerais souligner que nous sommes réunis tous sur le territoire ancestral, non cédé de la nation Mi'kmaq. Évidemment, nous rendons hommage aux Premières Nations qui sont ici, évidemment, réaffirmons nos liens qui sont avec eux. Je sais que c'est un peu le coup des politiciens de se promener un peu partout au pays, puis de dire à tout le monde leur connexion, même superficielle, avec l'endroit. Pour moi, évidemment, vous savez que je ne suis pas acadien, mais j'ai du sang acadien qui coule dans les veines. Mon père venant de la Nouvelle-Écosse, j'ai du boutier dans ma famille, donc c'est cool de me sentir chez moi. Mais plus que ça, j'en ai pas parlé publiquement tant que ça, mais mon arrière-grand-père est né à New Bandon en 1864, qui a ensuite fait son secondaire à Campbellton pour ensuite aller à Bathurst pour travailler et ensuite aller à Montréal tenter sa chance. Et donc, c'est un peu l'historique que j'ai. Il n'était pas acadien, il était irlandais. Son père, Richard, venait de Richard, c'est-à-dire venait de Bandon en Irlande, mais sont établis ici, évidemment avant la famille irlandaise. Et donc, c'est cool de me sentir, je ne suis pas chez moi, mais de me sentir quand même chez moi, puis d'avoir cette petite historique qui est quand même cool, émotionnelle pour moi aussi, de voir les lieux où se sont établis une partie de ma famille. Comme vous le savez, les communautés francophones acadiennes de la région ont toujours fait preuve d'une très, très, très grande résilience tout au long de l'histoire, même une résistance que vous savez très bien. Et c'est grâce à cette fierté, cette intégrité, votre patrimoine, la volonté non seulement de l'avoir perduré, mais d'évoluer. Puis aujourd'hui, on parle vraiment d'évolution. L'accueil communiste de l'immigration, l'accueil des nouveaux arrivants d'expression française est un élément fondamental de cette évolution.
cette communauté, grandement enrichie par les différents culturels et comportements, compétences apportées par ces nouveaux arrivants. Canadians understand the value of immigration for the economy, but as New Brunswick's example proves, it's also a way to nurture and diversify the communities that we live in. L'une de ces priorités essentielles du plan d'action quinquennal pour les langues officielles du gouvernement du Canada, annoncé en avril dernier, c'est l'immigration francophone. Évidemment, pour ça, ça prend de l'argent, ça prend du cash. Nous avons prévu un investissement de 137 millions sur 5 ans pour appuyer ce plan d'action même. I'm here to announce the next steps of the Government of Canada in they're taking to grow and support the Francophone minority communities across the country outside Quebec, in collaboration with other federal departments and provinces and territories that are crucial to this, as well as community stakeholders such as yourselves that have the intimate contact with newcomers. Ce travail de partenariat est évidemment essentiel à la réalisation de nos objectifs communs. J'ai mentionné les gens qui sont sur le terrain, les gens qui travaillent à la mairie, le maire lui-même, les intervenants, le gouvernement provincial, fédéral, qui, évidemment, les gens qui sont ici sur le terrain, ce sont les gens qui côtoient, évidemment, de façon quotidienne, les gens qui viennent ici développer notre pays, épanouir ce beau pays qu'est le Canada. Alors, aujourd'hui, IRCC lance une nouvelle politique en matière d'immigration francophone qui guidera les actions de mon ministère afin de favoriser le développement économique et l'épanouissement des communautés francophones en milieu minoritaire partout au Canada. Les mesures que mon ministère mettra de l'avant incluent notamment les efforts liés à la promotion et au recrutement renforcé au Canada comme à l'étranger et la mise en œuvre d'un nouveau programme et de mesures dédiées à l'immigration économique francophone. Je vous dis que par le passé, on pourrait accuser le gouvernement fédéral de n'avoir pas très bien fait sa job pour accueillir les gens d'expression francophone au pays, puis je pense que la critique serait juste. L'importance d'aujourd'hui, c'est de mettre en place une structure pour s'assurer qu'il y a une pérennité et non seulement de travailler sur le volume qui est excessivement important, je vous en parlerai dans quelques secondes, mais d'assurer qu'on ait des pistes de solutions pour assurer que les gens qui sont ici sont bien accompagnés, qu'il y a des pistes de solutions pour accueillir des enseignants, pour accueillir des gens de différentes voies, pour pouvoir faire épanouir les communautés. Évidemment, c'est le travail du gouvernement fédéral d'amener les gens au pays, mais ça prend ces jours-ci une implication plus accrue pour s'assurer qu'on ait des programmes, et c'est ça l'essentiel de la politique, qui puisse survivre, évidemment, n'importe quel parti politique. La croissance de l'économie canadienne doit être synonyme, évidemment, avec l'augmentation et de la prospérité de toutes les communautés francophones. À cela s'ajoute le nouveau programme en appui à l'immigration francophone qui financerait des projets novateurs dans le but d'accroître l'immigration francophone au pays entier. Cette initiative rendra les programmes d'immigration plus accessibles en vue d'augmenter le nombre de candidats d'expression francophone sélectionnés, ce qui répondra ainsi mieux aux besoins de main-d'œuvre d'expression française et bilingue des divers secteurs de l'économie du Canada. Ce programme sera piloté par le Centre d'innovation en immigration francophone situé à Dieppe et des services d'appui seront offerts aux intervenants et aux employeurs canadiens afin de les aider à naviguer à travers le système d'immigration et de ces bassins de talents même qu'on ira recruter. Entrée express, c'est-à-dire une voie d'entrée plus rapide, est maintenant la principale voie d'immigration afin d'attirer les nouveaux arrivants d'expression française et bilingues ayant les compétences recherchées. Il est lié à la moitié des résidents permanents d'expression française hors du Québec qui sont admis depuis 2018. Grâce au lancement de la sélection axée sur les catégories en juin dernier par mon collègue Sean Fraser, et l'établissement de la catégorie des compétences linguistiques en français, IRCC, c'est-à-dire mon département, est maintenant en meilleure position de cibler les immigrants d'expression française. Ce sera une piste, évidemment, à améliorer et à tisser sur mesure sur les besoins locaux des communautés, mais c'est quelque chose de novateur à comparer à ce qu'on a fait par le passé. Nous prenons aussi d'autres mesures en vue d'accroître les possibilités ouvertes aux nouveaux arrivants qui s'établissent à l'extérieur du Québec. Cela commence par le renouvellement et l'élargissement de l'initiative des communautés francophones accueillantes. Sachez que 14 communautés canadiennes continueront de recevoir un financement qui leur permettra de favoriser l'intégration des nouveaux arrivants d'expression française qu'elles accueillent. Et de janvier, à titre d'information, 2020 à juin 2023, c'est-à-dire au cours des 3 derniers mois, plus de 4000 résidents permanents d'expression francophone ont choisi
ces communautés. On s'en est parlé, on en a parlé avec le maire. Serge, évidemment, a milité comme il le fait toujours au sein de notre caucus. En vue de cette initiative, nous allons sélectionner jusqu'à 10 autres communautés qui participeront à son élargissement. Évidemment, on a parlé de Caraquet. C'est un travail qu'il va falloir continuer à faire, puis on va travailler ensemble pour s'assurer que Caraquet et les régions environnantes soient bien appuyées. On sait que question de volume, question d'efficacité, question de ressources, ça prend une sélection, ça prend une prise de décision par notre département, mais c'est un travail, évidemment, qui va continuer. Évidemment, je vais avoir Serge dans les oreilles à chaque 5 minutes, donc soyez pas inquiets. Évidemment, l'un de nos objectifs clés, c'est d'assurer que les services d'établissement, on en a parlé pendant les 2 dernières journées, sont coordonnés et offerts par des francophones qui sont déjà bien établis dans les communautés afin de créer un climat de confiance et tisser des liens durables avec les nouveaux arrivants qui le desservent. Je tiens à souligner aussi l'importance des provinces. On a beau annoncer de l'argent, on a beau annoncer des programmes tissés sur mesure, mais les provinces, en l'occurrence le Nouveau-Brunswick, ont une responsabilité pour assurer la pérennité du fait francophone. Ce serait une absurdité, évidemment, dans la seule province au pays qui est bilingue, mais ça prend une responsabilité à travers le pays de toutes les provinces pour assurer que les Français, les gens qui parlent français, soient accueillis dans leur communauté, surtout parce qu'ils ont besoin de cet accompagnement. Durant les 2 dernières journées, j'ai parlé à la CAFI, entre autres, puis on voit l'accent qui est mis sur la petite enfance, à l'accompagnement. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit nécessairement faire pour des gens qui viennent ici, qui parlent anglais. Il faut réaliser que cette situation minoritaire en est telle où quelqu'un qui vient ici, qui parle français, a besoin de services qui sont tissés sur mesure. Et j'ai été surpris de façon positive de l'emphase qui est mise sur la petite enfance, pour s'assurer que les gens qui sont ici, surtout les jeunes, soient accompagnés, parce que c'est ça la clé de l'intégration. Nous allons aussi mettre en place un nouveau corridor d'immigration visant à attirer les enseignants d'expression française pour le primaire et le secondaire afin d'encourager à immigrer et à s'établir dans des communautés francophones en situation minoritaire. Je parle assez souvent à la FCFA, puis c'est clair qu'il y a un manque d'enseignants. La communauté, on parle d'infrastructure. L'axe principal, quand on parle de ces enjeux, c'est l'éducation, c'est l'accompagnement en santé, c'est les besoins en logement. C'est de s'assurer une communauté vive et qui puisse avoir une pérennité du fait francophone sans avoir évidemment les enseignants qui parlent français et qui puissent enseigner en français. Je suis heureux d'abord, et dans le contexte où je vous ai dit que le gouvernement fédéral n'a pas toujours fait son travail en s'assurant que le volume de francophones qui viennent au pays soit tel qu'il puisse être à la hauteur de nos attentes. Évidemment, avec la nouvelle loi sur les langues officielles, on a maintenant, dorénavant, un devoir légal d'assurer le rétablissement au seuil de 1971. On est loin d'être là. Mais cette année, on a dépassé la cible qui était historique l'année dernière de 4,4 à 4,7 Et dans le plan d'action, on a établi des mesures qui sont ambitieuses. Cette année, on doit passer du 4 à 6 ensuite à 7 et ensuite à 8 c'est-à-dire une augmentation de 50 cette année. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'une structure pour s'assurer qu'il y ait un flux de gens qui parlent français qui viennent au pays, quitte à pouvoir augmenter les cibles d'année en année et pour s'assurer qu'on puisse avoir le rétablissement des taux qui existaient en 1971, des gens qui parlaient français au pays. On est loin d'être là, mais les ambitions, c'est-à-dire de doubler 100% dans 2-3 ans, c'est ambitieux, mais c'est quelque chose dont je suis confiant que mon ministère puisse relever le défi. As I mentioned in French, these targets are ambitious, but we believe they're also realistic and achievable. IRCC has done what we set out to do in the past 2 years, and we can do even better in the future. 100% increase over the next 3 years is something that we need to work hard to do, and we need to put the structures in place that we're talking about today that hopefully can survive pretty much any administration. This is something that we should all be proud of. Je suis confiant qu'avec une nouvelle politique et ces nouvelles mesures, le soutien des partenaires ici au Nouveau-Brunswick, ainsi qu'à travers le pays, on va pouvoir augmenter les gens qui parlent français, qui sont
ont la capacité de rester ici. On sait très bien qu'il y a des pôles d'attraction qui attirent le monde vers Montréal, vers Toronto, vers Vancouver, vers Calgary, vers Edmonton. Mais c'est clair que de garder les gens en région, c'est un défi qui dépasse simplement mon devoir d'assurer que le volume est à la hauteur des attentes. C'est un travail à faire en intégration, puis ça prend les gens dans la pièce, ça prend des gens dans la communauté, puis ça prend cette acceptabilité sociale qui je suis sûr, avec l'accueil acadien que j'ai reçu, va être à la hauteur pour les gens qui vont venir ici dans les années à suivre. Donc, je vous remercie. Merci de l'accueil. Je vous remets dans les mains de Serge. Merci. Comme tu veux. Merci. Juste avant de prendre les questions des médias, merci Marc pour ces bonnes nouvelles. Et je sais que c'est peut-être un peu complexe parce qu'on sait que l'immigration, c'est complexe, mais vous allez voir que dans les semaines et les mois à venir, il va y avoir beaucoup d'emphase justement de mise sur ces nouveaux programmes, ces nouvelles façons de faire pour augmenter le nombre de francophones qui vont venir dans nos régions. Encore une fois, je vais être vraiment clair, c'est important de conserver le poids démographique, surtout au Nouveau-Brunswick, la seule province bilingue, que je pense que vous savez tous qu'on tient à bout de bras avec des gouvernements des fois qui sont un peu plus hostiles justement aux faits francophones. Avant de prendre les questions des médias, j'ai oublié quelqu'un dans la salle, avec les lumières, je ne voyais pas beaucoup. C'est une personne qui a joué un rôle déterminant, un rôle clé dans la nouvelle mouture de la loi sur la langue officielle qui a été adoptée récemment, au niveau aussi faire sûr et certain que l'immigration francophone jouait un rôle clé dans cette nouvelle loi et qui fait un travail extraordinaire aussi au niveau, des garderies, petite enfance et du travail qu'il fait pour vous à Ottawa. Et c'est le sénateur René Cormier qui est ici, que je vois là, juste là. Merci René. Ce qui était formidable dans la nouvelle mouture de la loi sur la langue officielle, c'est comme vous savez, un projet de loi, il y a plusieurs étapes. Chambre des communes, après ça se transfère au Sénat, après ça revient à la Chambre. Ça va au comité. Les deux comités étaient présidés par deux Acadiens. Le comité permanent des langues officielles au niveau de la Chambre des communes était présidé par René Arsenault. Le comité permanent des langues officielles au niveau du Sénat était présidé par René Cormier. Et la ministre était Ginette Petitpas-Taylor. On a eu une mouture 100% acadienne de cette nouvelle loi. Et encore une fois, René, merci pour le travail extraordinaire que tu as fait avec tes collègues de les avoir convaincus. Et on a finalement eu cette belle loi sur les langues officielles. Alors, maintenant, je pense que je vais laisser la parole à Aïcha, qui est dans le coin là-bas, pour la question pour les médias et le ministre Miller. Nous allons maintenant prendre des questions de la part des journalistes. Une question de suivi chacun. Veuillez mentionner votre nom et le journal que vous représentez. Nous avons un micro ici avec ma collègue, si vous voulez poser vos questions. Première question. Félix Côté pour TVA CHAU. On parle d'un corridor pour attirer de l'immigration francophone. Comment est-ce qu'on fait ensuite pour garder cette main-d'œuvre-là ici dans la région? On parle d'intégration. Est-ce qu'il y a du logement aussi là, qui est prévu? C'est une question immensément importante. Il y a très peu de provinces qui sont exemptes des pôles d'attraction qui existent en ce qui a trait à l'immigration. Il y a peut-être l'Ontario, Québec, de temps en temps l'Alberta puis la Colombie-Britannique qui arrivent à retenir les gens qui viennent ici. Donc, c'est un problème qui est généralisé. Dans les régions, en réalité, c'est tout aussi fort, même plus parfois. Et quand on parle du rétablissement, puis de mon devoir sous la loi sur les langues officielles de rétablir les niveaux, le poids démographique des francophones hors Québec au niveau de 1971, on ne peut pas juste, d'abord mon travail, c'en est un de volume. Si on n'a pas le volume, on n'a pas la chance d'avoir ces discussions qui sont très importantes au niveau de l'infrastructure. Mais c'est un devoir de rétention. Les gens, évidemment, dans une mer d'anglais, ils vont être assimilés en dedans de deux, même 3 générations. Alors, c'est un défi de taille. Ici, on est bien placé. Hein. Le français est en situation majoritaire. Ça prend une attraction, ça prend des jobs, ça prend une intégration au niveau des écoles. 30-40 personnes, c'est une salle de classe. Donc, ça prend cette complicité d'abord et avant tout de la province. Ça prend l'implication des conseils municipaux, des gens dans la communauté, mais ça prend aussi de l'argent.
Dans la politique elle-même, dans notre politique d'immigration, évidemment, le logement est pris en ligne de compte, mais ça relève de plusieurs départements. Vous avez vu mon collègue Sean Fraser, le ministre de l'Infrastructure, se promener à peu près à travers tout le pays pour faire des annonces pour l'accélérateur en logement. C'est clair que ça doit affecter tous les gens qui rentrent. Ce n'est pas une question de donner une maison à chaque immigrant qui vient ici. Il y aura une question d'équité, mais c'est clair que ça prend l'implication du gouvernement fédéral pour accélérer le logement. Ça prend l'implication du gouvernement, dans ce cas-ci du Nouveau-Brunswick, pour s'assurer qu'on puisse augmenter l'offre en logement à travers le pays. Donc, strictement parlant, cette politique vise à favoriser de façon plus fine et de façon plus chirurgique les gens qui viennent ici, c'est-à-dire d'être un pôle d'attraction pour les enseignants, de favoriser la résidence permanente pour des gens qui parlent déjà un français impeccable, qui est à les établir ici. Mais évidemment, en même temps, on ne peut pas traiter les immigrants comme du bétail puis les dire de ne pas se déplacer. Là, c'est clair que ça arrive à vous et peu à moi, et on ne peut pas les empêcher. Mais c'est une question de culture, d'attraction dans le coin. Puis je pense que la région de Caraquet, puis l'Acadie en général, est très bien placée pour les gens qui veulent faire épanouir l'identité. Puis l'identité, ça passe à travers la langue. Et si je peux me permettre, juste au niveau du logement, on sait que le logement abordable au niveau des nouveaux arrivants va être très important, mais au niveau des gens locaux aussi. Et soyez à l'écoute parce que, comme Marc l'a dit tantôt, l'accélérateur de logement, on avait un gros programme. Il y aura de belles annonces qui vont venir dans un avenir très rapproché à ce niveau-là pour les différentes communautés de la région de l'Acadie-Bathurst. Alors, on s'attaque au problème et vous allez voir que prochainement, on aura des annonces en temps et lieu pour ces programmes-là. En deuxième temps, en fait, on sait qu'il y a de l'emploi, donc on peut attirer de la main-d'œuvre, c'est attirant. Mais comment on peut être certain que cette main-d'œuvre-là va être qualifiée pour nos niveaux d'éducation ici? On parle d'enseignants, par exemple. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que ces nouveaux arrivants-là vont être qualifiés pour enseigner à nos jeunes? C'est un peu ça. Puis le niveau le contrôle j'ai beau gueuler à tue-tête sur la reconnaissance des diplômes. La Cour suprême me dit très clairement que c'est la responsabilité des provinces. Il y a un travail supplémentaire à faire de coordination avec les provinces pour s'assurer qu'on puisse arrimer la reconnaissance des diplômes pour que les gens puissent travailler comme enseignants. Puis, évidemment, dans des pistes qui sont très prisées, les pays développés se font la compétition pour des gens, pour des enseignants, pour des infirmiers, pour des infirmières. Donc, il y a une certaine logique, puis une nécessité pour les provinces de s'ajuster, puis de mieux reconnaître les diplômes, puis les reconnaissances qui sont dans toutes les professions, non seulement dans l'enseignement. La Colombie-Britannique fait du travail, la Nouvelle-Écosse en a fait aussi, l'Alberta en fait. Alors, il y a aussi une compétition interne pour essayer d'arrimer notre façon et d'accélérer le fait que quelqu'un qui vient ici avec toutes les qualifications puisse avoir un job à la hauteur des attentes. C'est pas évident. Puis, historiquement, on n'a pas nécessairement fait le meilleur travail en s'assurant qu'il y avait une intégration à ce niveau-là. Les gens sacrifient peut-être leur génération pour la prochaine génération, mais c'est pas la façon de faire. Ça cause des problèmes d'intégration, mais ça laisse de l'argent sur la table. Ça, c'est du travail, évidemment, à faire de coordination avec les provinces. C'est un travail qui est ouvert, mais si je peux tirer des conclusions de mes rencontres avec mes collègues des provinces, dont Arlene Dunn à la fin de l'année, d'ailleurs, je vais la rencontrer demain, c'est du travail que les gens sont prêts à faire parce que c'est important puis c'est criant comme besoin. Prochaine question. Oui, M. Miller. Vous avez parlé de votre cible de 8 d'ici quelques années dans les seuils d'immigration francophone hors Québec, là, mais la FCFA demande 12 même qu'on dit que c'est 10 pour ne serait-ce que stabiliser le déclin. Est-ce qu'on a une date de quand on va atteindre le 10 et le 12 Ce que j'ai dit, j'ai rencontré la sœur Yann hier à Moncton. Et ce que j'ai toujours dit à la FCFA, puis pour tous ceux qui prônent des
des seuils qui sont plus ambitieux, c'est que je ne veux pas faire le coup du politicien qui fait n'importe quelle promesse, mais qui ne peut pas rencontrer, les seuils, puis quitte à que la déception soit présente que future. Mais c'est clair que je suis ambitieux, mais réaliste en même temps. Dans le contexte d'un département, d'un gouvernement qui a de peine de misère, atteint le 4 voilà 2 ans, 4,4 4,7 cette année. On vise le 6 l'année prochaine, cette année, puis ensuite 7 et 8. C'est quand même ambitieux de devoir doubler quelque chose qu'on n'a jamais fait de notre vie. Ceci étant dit, puis ayant donné ce coup de barre au département, je pense que les gens vont relever le défi. Ça passe par la mise en place de structures telles que j'ai annoncé aujourd'hui. La façon de le faire est tout aussi importante que le fait de le faire avec le volume. On a un inventaire, mais ce n'est pas une question de cocher la boîte francophone puis de faire rentrer la personne. C'est une question d'avoir le programme adéquat en place, s'assurer que le volume est à la hauteur, qu'on puisse être plus ambitieux dans notre façon de recruter les gens à l'extérieur du pays. On est quand même choyé, évidemment, parce que le français, c'est la 5e, 6e, 7e langue au monde. Donc, il y a un certain bassin de la population où on va pouvoir aller recruter. Mais la façon de faire est tout aussi importante. Je n'avais pas cette confiance en fixant les niveaux pour cette politique qu'on allait pouvoir passer à 10, 12 %. Alors, je ne voulais pas être crétin, tout simplement. À la fin de cette année, si j'ai cette confiance, que la structure est en place, qu'on rencontre notre 6 % je suis prêt à réviser ces nombres-là. Alors, je n'ai rien de façon philosophique contre le positionnement de la FCFA. Je leur enlève absolument rien. Mais c'est une question d'être réaliste. Puis, évidemment, je les ai invités de travailler avec nous sur ces programmes pour que cette réussite puisse être pérennisée. Prochaine question. Je comprends que vous voulez atteindre éventuellement. Vous corrigerez si je me trompe. J'ai une autre question de mes collègues d'Ottawa. Pierre Poilievre, ce matin, qui a souligné que s'il est élu, il voudrait lier les seuils d'immigration francophone à la construction de nouveaux logements au pays. Lier ces deux variables-là, sans nécessairement tout me répéter ce que vous avez fait en matière de logement, l'idée de lier ces deux variables-là, seuil d'immigration et construction de nouveaux logements par année. Vous avez dit l'immigration en général, pas l'immigration francophone. Oui, c'est ça. Okay. Oui. Est-ce que ça, vous êtes d'accord? C'est de l'évidence même qu'il faut avoir de la capacité d'accueil pour les gens qui viennent ici. Notre révision stratégique qu'on a faite au sein de notre département il y a 6 mois nous les a dit en toutes lettres. Mais il faut que ça dise, faut que ça puisse dire quelque chose de est-ce que c'est une maison par personne qui rentre au pays? 50% des résidents permanents sont déjà ici. Ils ont présumément déjà un logement. Je pense que le détail est très important. C'est clair que le logement est important au niveau de l'abordabilité, puis de pouvoir s'assurer que le parc de logements est abordable, de logements abordables est là. Mais encore, ça prend un plan. Monsieur Poilievre, avec tout respect et dans les slogans, dans la mise en œuvre, je pense que ça manque à l'appui. Alors, ça va prendre un certain détail. Il a cette fâcheuse idée, une bonne idée, quand même, de mettre de l'argent dans les poches des gens. Mais les deux mesures qui critiquent le prix sur le carbone, c'est quelque chose où il y a une remise où 8 sur 10 des ménages reçoivent plus d'argent. Alors, est-ce qu'ils proposent d'éliminer cet argent-là qu'on remet dans les poches des gens? Ils n'ont aucune position sur les garderies. Ça, c'est plusieurs milliers de dollars dans les poches des gens. Alors, pour moi, c'est un peu mystérieux, son plan. Puis évidemment, c'est de l'évidence même qu'il faut des logements pour accueillir les gens qui viennent ici. Alors, je m'attends à un plan, mais ça prend du leadership sérieux. Et c'est pas sérieux ce qu'il propose. Prochaine question. Moi, juste pour ajouter là-dessus. Prochaine question. Juste pour ajouter là-dessus au niveau de Pierre Poilievre. Si Pierre Poilievre devient premier ministre du Canada demain, l'immigration francophone prendra le champ. Avez-vous vu les commentaires d'une de ses députés qui a exigé à une de nos ministres de s'exprimer en anglais dans un comité? Deuxièmement, les programmes de logement. Si Pierre Poilievre devient premier ministre du Canada demain, vous pouvez oublier certains programmes de ces logements abordables-là. Je pense que les gens
le voit qu'avec nos gouvernements, on met de l'emphase sur aider les populations qui sont plus vulnérables. C'est ce qu'on va continuer à faire, mais je ne pense pas qu'un gouvernement avec Pierre Poilievre continuera dans la même veine que le gouvernement fédéral présentement. Merci. Prochaine question. Bernard Haché de l'Acadie Nouvelle. Monsieur le ministre, est-ce que le gouvernement provincial du Nouveau-Brunswick a un mot à dire dans cette politique migratoire? Bien, d'abord, le gouvernement étant la seule province bilingue du pays, le gouvernement a d'abord et avant tout une responsabilité. Ce que les Canadiens, et puis je répondais à votre collègue, nous ont dit très clairement dans notre révision stratégique du département puis notre plan d'immigration, c'est qu'il faut impérativement une meilleure coordination. Qui dit immigration, dit intégration. On parle d'infrastructure, on parle de maisons, on parle d'abordabilité, on parle d'éducation, on parle de santé, toutes des responsabilités qui sont de nature provinciale. Alors, ma préoccupation principale, c'est le volume qui n'a jamais été à la hauteur en ce qui a trait aux gens qui parlent français. D'abord d'augmenter ça, mais de s'assurer qu'il y a un arrimage avec ces enjeux qui sont cruciaux, que ce soit ici, que ce soit en Colombie-Britannique, en Alberta. C'est important d'arrimer, de coordonner notre façon de faire. Les vents qui souffrent contre l'immigration, puis le Canada n'est pas exempt au monde. Je pense parle et on a vu ça dans les sondages, parle surtout au Canada, non pas de la xénophobie, mais de la capacité d'accueil, la capacité d'être coordonné. Puis ce que les gens nous en veulent, c'est d'être mal coordonné, c'est-à-dire des délais d'attente, s'attaquer aux délais d'attente. Ça, c'est ma responsabilité. Ça a été mieux dans l'année qui s'est écoulée qu'auparavant. D'être mieux coordonné avec les provinces, avec les villes, puis s'assurer qu'il y a des fonds à l'appui pour l'intégration, l'accompagnement, tout aussi crucial dans ce qui a trait aux francophones dans les petites communautés. Alors, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, on développe notre politique. Ça fait suite à la rétroaction qu'on a eue. Évidemment, on ne veut pas se faire de la compétition. On veut s'assurer qu'il y a des effets d'accélération en ce qui a trait à nos efforts puis leurs efforts. Mais c'est sûr qu'il y a de la responsabilité. Il y a un programme de nomination provinciale qui donne une certaine agence au gouvernement du Nouveau-Brunswick, à plusieurs gouvernements provinciaux à travers le pays, mais ils ont une responsabilité qui vient avec. Alors, c'est important, mais c'est clair qu'on a notre rôle à jouer, mais que la province a leur rôle à jouer, puis dans la promotion du fait francophone, une responsabilité primordiale auprès des provinces. Dans vos discussions avec la province du Nouveau-Brunswick, est-ce que la province formule des demandes particulières? Les provinces ont toujours des demandes, mais oui. Quelles sont-elles? Ben, je continue ma conversation que j'avais eue à Toronto avec la ministre Dunn demain, et je pense que ça va être positif. Elle s'est montrée ouverte. Elle a d'ailleurs parlé avec notre département sur l'importance de s'assurer que les gens d'expression française puissent venir ici, qu'on ne se fasse pas de la compétition. On ne devrait pas se faire de la compétition, évitant de donner le bassin qui existe à travers le monde. Mais il y a une volonté et une ardeur au travail que j'ai sentie auprès d'elle, même si j'ai eu par le passé des désaccords assez arrêtés avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Merci. Y a-t-il une autre question dans la salle? Il nous reste 5 minutes, donc on peut refaire une autre tournée s'il y a d'autres suivis. Alix de Radio-Canada. Vous avez parlé dans le programme des communautés francophones accueillantes que Caracat en ferait peut-être partie. Est-ce qu'on parle de Caracat ou de la péninsule acadienne? Je vois qu'il y a aussi des représentants de Chupagan et Tracadie. Ce serait de la région. Écoutez, 14, c'est quand même quelque chose. Un autre 10, c'est presque le double. Mais il faut que je tienne en ligne de compte le reste du pays où il y a des besoins qui sont criants. C'est une conversation qui va se poursuivre. Mais évidemment, les gens d'ici vont avoir leur mot à dire. Puis je sens un engouement, puis le besoin qui est là, qui est palpable. Et aussi, on a eu le campus ici à l'Université de Chupagan. Dans les derniers jours, je n'ai pas tout à fait compris. Est-ce que vous avez proposé de mettre un plafond sur l'immigration des étudiants étrangers
Il y a un aspect ici que je n'ai pas saisi, puis est-ce que ça concerne l'Université de Shippagan? Je dirais que j'ai pas une université en tête ou une institution en tête en ce qui a trait au défi de volume. Il y a beaucoup de défis au sein de notre programme d'étudiants internationaux, des enjeux de fraude, d'intégrité du système, un écosystème qui a été utilisé par plusieurs institutions pour pallier le sous-financement des institutions postsecondaires par les provinces historiques. Il y a, je dirais, de façon générale, sans m'emporter, que je n'ai pas tant de préoccupations que ça en ce qui a trait au Nouveau-Brunswick. Il y a certaines autres provinces qui battent de l'aile, qui vont faire un devoir supplémentaire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le vérificateur général de ces provinces qui leur a dit très clairement, mais ils n'ont rien fait. Donc, on a un défi de volume. Le cap que je propose de mettre, je dirais, n'aura pas d'impact significatif sur le Nouveau-Brunswick, mais c'est une conversation qu'il va falloir continuer. Je compte faire une annonce plus approfondie dans une couple de semaines. D'autres questions? OK. Cela conclut cette conférence de presse. Serge. Non, vas-y. Any other questions? D'autres questions? Ben, alors, merci tout le monde. Merci, Marc, encore une fois, pour ta présence à Caraquette. Merci pour la feuille de route un peu qu'on va travailler dessus pour les prochaines semaines, prochains mois. Merci à tout le monde d'avoir été présent. On a quelques minutes avant d'aller par Batters. Fait que, Marc, j'aimerais te présenter à quelques personnes. Pour ceux dans la salle, serrer des mains. On sait que tu aimes ça, serrer des mains. Fait que moi aussi. Mais juste, encore une fois, merci. Je vous souhaite une bonne année. On est encore dans le mois de janvier. Alors, encore une fois, on va se revoir très prochainement, nous, pour des belles annonces pour Acadie Batters. Merci. Bonne fin de journée.